que nous vivons aujourd'hui, c'est la fin de la boucle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'en a rien à foutre de ce que vous avez voté. Maintenant, nous, on va vous mettre Barnier avec commissaire européen, avec un parti qui est républicain, qui est minoritaire de la minorité minoritaire, que tout le monde, qui ont pris à peu près, je sais pas, 4 ou 5 ou 6 bouffes électorales magistrales en 10 ans et qui sont revenus au pouvoir. Là, manifestement, je pense que le lien. Mais tu te dis, quand tu regardes ça, pas en tant qu'éditorialiste, mais en tant que citoyen, tu te dis, mais là, je pense que c'est plus possible. Manifestement, il y a un coup d'État démocratique sans précédent. Bonjour à tous, vous savez, Impact, c'est le podcast de ceux qui agissent. Et aujourd'hui, j'ai l'immense honneur, il a accepté notre invitation, de recevoir Nicolas Vidal. Donc Nicolas, tu es entrepreneur, journaliste, essayiste. On va en parler avec ton dernier livre, Lettres aux autruches et aux tubes digestifs. J'aime bien parce qu'avec Nicolas, ça va envoyer. Puis il n'y aura pas de détour, pas de langue de bois. Donc Nicolas, tu as créé le média Putsch. Tu animes Putsch Live sur YouTube. Tu es également matinalier, comme on dit, chroniqueur sur Tocsin, la matinale, avec Clémence Odiakova, justement, qu'on a reçu ici à cette place-là. Pour ceux qui veulent retourner voir cet entretien, c'est passionnant, où en fait on découvre l'aventure de Tocsin et ses 200 000 abonnés en moins d'un an. Donc continuez les amis, ça fonctionne bien et je sais que Putsch maintenant depuis 2017 fait le job et encore merci d'avoir accepté l'invitation. Tu as une carrière riche en engagement médiatique et si on te reçoit aujourd'hui, c'est justement pour que tu puisses expliquer aux auditeurs un petit peu ton parcours, les défis que tu as rencontrés, parce que c'est pas facile tous les jours, surtout quand on est un média alternatif. Et voilà. Et donc merci vraiment, merci beaucoup Nicolas d'être avec nous. Merci de l'invitation en tout cas, merci beaucoup. Bon bah top, alors à l'époque, raconte-nous pour qu'on comprenne bien la genèse de Putsch, parce que c'est ton média le plus connu. Pourquoi avoir créé Putsch et à quel besoin Putsch a dû répondre à l'époque de sa création? Moi, avant de créer Putsch, j'avais une marque média qui s'appelait, une web magazine culturel qui s'appelait BSC News. Aucune signification dans le terme, il n'y a aucun acronyme à chercher. Et puis, j'étais vraiment dans la culture. Pendant 10 ans, j'ai fait vraiment de la culture. Et la particularité de ce média, mon premier média, c'est que c'était un web magazine. Okay. Donc, à l'époque, tu avais des magazines, tu avais des sites Internet, mais il n'y avait pas de magazine sur Internet. Voilà, okay. Donc ça a été le premier truc. J'ai eu une demi-page dans Le Monde. Enfin, c'est un temps qui est révolu, tout ça, depuis un certain temps. Donc il y avait cette idée de faire de la web magazine et surtout, dans la culture, d'inviter des gens qu'on ne voyait jamais ailleurs. Parce que quand on avait des artistes, comme c'est le cas aujourd'hui, qui sortaient un album, puis un livre, puis une émission, puis machin, on les voyait en permanence partout. Et je me suis dit, il y a quand même des gens dans ce pays qui sont probablement brillants, qui ont du talent, mais qui n'ont pas le voix dans les médias. Donc, je vais essayer de les trouver et les inviter. Voilà. Okay. Et en fait, au bout d'un moment, vu que je suis passionné de politique, et j'ai trouvé que dans les médias en 2017-2018, il y avait toute une série de gens, une foule de gens qui n'étaient invités nulle part. Mais absolument nulle part. Parce que 2017, moi je monte BSC News en 2007, au niveau média, on était un peu dans le désert de Gobi en termes d'innovation. Ce n'était pas la French Tech à 2017, c'était plutôt le désert de Gobi numérique que la French Tech qu'on a vu aujourd'hui. Et je me suis dit, tiens, on va lancer, on va modifier la marque, enfin, on va faire évoluer la marque de BSC News à Putsch, et on va essayer de faire des choses plus politiques. Alors, pas politique dans la ligne éditoriale, mais inviter des gens qui, dans le débat politique, qui, dans le débat culturel, dans le débat de société, ont le mérite de pouvoir exister. Et je voulais les mettre en avant. Non, ça s'appelait Putsch, c'était secouer l'ordre culturel et politique établi, parce que je ne trouvais plus vraiment dans les médias... c'est génial, donc c'est vraiment la ligne éditoriale, la discussion, de l'échange, de la description de la métapolitique, finalement. Parce que tu disais que tu avais été pendant 10 ans dans l'environnement culturel, tu peux me dire en 2 mots un petit peu pour qu'on te situe? Parce qu'en fait, toi, tu viens plutôt de l'environnement, comme on dit, mainstream en réalité, puis tu as basculé. Mais même pas, en fait, parce que moi, j'ai monté mon média tout seul dans ma chambre d'étudiant de 19 mètres carrés. Je n'avais aucune formation de webmaster, aucune formation de PAO, aucune formation de journaliste. Je ne suis pas passé par Sciences Po, désolé, mais finalement, ça m'a bien servi cette histoire. Et j'ai monté mon média tout seul parce que j'ai trouvé que c'était intéressant et je voulais absolument, le défi en fait, Romain, c'était je voulais absolument travailler dans la culture et je voulais être sur le web. Et je pensais et comme j'avais envie de découvrir de nouvelles personnalités et les faire découvrir aux autres, c'est tout con comme histoire, et ben je me suis dit, tiens, pourquoi pas créer un web magazine, parce que j'avais chopé l'idée une fois. J'étais aux États-Unis plusieurs fois et aux États-Unis, ça a commencé à se développer. Donc je l'ai ramené en France et j'ai eu pas mal de promos là-dessus. Et rapidement, beaucoup d'abonnés gratuits sur des newsletters. Et donc, rapidement, j'ai dû apprendre comment fidéliser, monétiser et surtout la ligne éditoriale, Romain. Très important. Comment on fait une éditoriale et comment on s'y tient. Et ça m'a permis de me former pendant 10 ans avec aucun moyen.
aucun moyen pas d'abonnés, enfin les abonnés un peu comme je pouvais, des fonds personnels avec les 3 copecs que j'avais derrière. Et en fait, je me suis formé comme ça et j'ai appris seul véritablement à faire un média, une éditoriale, comment après faire un site, une charte graphique, comme ici, il y a une charte graphique, il y a un logo, il y a une puissance. Et j'ai dû apprendre ça. Et puis au bout d'un moment, je suis passé aux choses sérieuses et je me suis lancé avec Putsch véritablement dans la politique, dans le débat de société. Et je le disais, le but n'était pas d'être une chapelle politique, une caisse de résonance politique, c'était vraiment les voix discordantes. Je recevais vraiment de tout le monde, à l'extrême gauche, à l'extrême droite, à droite conservatrice plutôt, n'exagérons pas, et que ce soit en culture, que ce soit en politique, que ce soit des écrivains, que ce soit des intellectuels. J'allais chercher à l'étranger aussi, j'identifiais des gens, et j'ai reçu de Beppe Grillo à Laurent Berton, passant par Yanis Varoufakis. Tu vois, Incroyable. Mélenchon, à côté de Varoufakis, il est de droite. Quoi. Enfin, à un Ouais, moment bien sûr. donné, et j'ai reçu vraiment plein de gens. C'est plus de 10 000 articles sur le putsch. Et c'était vraiment, voilà, c'est faire vivre le débat. C'est pouvoir donner aux gens des interviews de fond qui leur permettent, à un moment donné, de mettre des grilles de lecture et de pouvoir eux-mêmes se confronter à des idées qui ne sont pas les leurs. Parce que je pense que c'est la chance, ça a été la chance de la France d'avoir ce débat, ce qu'on appelait la grande dispute. Et je voulais remettre ça en place avec les moyens qui étaient les miens. Et donc, Putsch est parti comme ça, mais c'est vrai que c'était très piquant parce que je suis allé chercher des personnalités. Et on en a parlé en antenne, mais dès le début que je lance Putsch, tous les mainstream m'invitent. Tous les mainstream. Ah oui. France Info, France Inter, France Culture, TV5 Monde, tout le monde m'invite. Tu leur disais quoi pour qu'ils t'invitent Moi, je misais sur le fait, comme je te dis là, c'est que c'était les voix discordantes et qu'il fallait inviter tout le monde. Ça leur a plu le voilà. oui. Moi, je ne suis pas dans la conception du cerveau malade, vois-tu. Bien voilà, sûr. je ne suis pas dans la conception du cerveau malade qu'il ne faut pas inviter. Je pense qu'il y a des lecteurs qui sont juges de paix d'une éditoriale et si des propos dépassent le cadre de la loi, les gens se retrouvent au tribunal. Tu vois, je pense que le périmètre, il est là. Voilà. Et au début, c'est vrai que j'ai eu une énorme promo, en fait. Aux 6 premiers mois, j'ai fait des plateaux. J'arrivais en plus, voilà, comme tout le monde. Et puis, rapidement, je pense qu'ils ont dû voir l'éditorial, surtout le casting des invités qui venaient chez moi. Et manifestement, je n'ai pas eu droit de suite. Je n'ai plus été invité. Alors, ça ne m'a pas créé des graves d'estomac, ni d'ulcères jusqu'à présent. Je rassure de suite mon médecin. Et finalement, ça a bien marché parce que les gens, je me suis rendu compte qu'il y a une proportion de la population qui avait envie aussi d'aller sur des sujets de fond et des personnalités que tu ne voyais nulle part ailleurs. Voilà. Parce que c'est quoi votre format phare sur Putsch? Qu'est-ce qui plaît le plus? Quel contenu est le plus regardé? Alors ça, c'est extrêmement intéressant parce qu'on a le format du site web Putsch Média, site d'actualité, plein de choses, des éditos, des vidéos, des articles, des entretiens. Et puis après, j'ai lancé la chaîne Putsch Live sur YouTube au début de la crise sanitaire. Donc, appartement Paris, canapé défoncé, pas de lumière comme ici, pas un super plateau. Moi, on me voyait parfois comme ça ou comme ça, avec une petite caméra sur mon MacBook. Et j'ai commencé à lancer des émissions, et sur le Covid notamment, sur la crise sanitaire, pour éviter d'eux. Je me suis allé chercher des gens qui disaient autre chose que ce qu'on disait sur les médias mainstream. Et j'ai rapidement une communauté de gens, très rapidement, très rapidement, une communauté de gens qui ne connaissaient pas Putsch Média, le site internet, mais qui se sont mis sur YouTube parce qu'on était au confinement. Il y a tellement de gens sur YouTube. Voilà. Et les gens se sont mis au confinement et ils étaient extrêmement intéressés, captifs. Et puis on était tous enfermés. Donc c'est vrai je faisais 2 émissions par jour, du lundi au vendredi, une à 17h, une à 18h. Donc j'ai eu énormément d'invités. Et j'ai reçu toute une série de gens qui ont été excommuniés des plateaux télé. On leur a craché dessus, humiliés. J'ai reçu les Delépine, j'ai reçu le docteur Violaine-Guérin et plein d'autres que j'ai reçus en plus tout au début. Donc déjà, ça partait un peu mal. Parce qu'on s'est dit là, et ils m'ont laissé tranquille pendant quelques mois. Et puis après, il y a eu du shadowban. Mais pour revenir à ta question initiale, il y a vraiment le format des gens qui vont sur Putsch Média et qui aiment le site, qui aiment l'écrit, qui aiment lire, qui aiment passer 8, 10, 15 minutes à lire une grande interview. Et puis il y a ceux aussi qui préfèrent, comme ton émission, regarder l'émission sur YouTube et passer 1 heure avec un invité qu'ils ne connaissent pas forcément. Voilà, tu vois, c'est 2 publics qui sont tout autant intéressés, mais qui ont des formats, des consommations de formats qui sont tout à fait différentes, véritablement. Et souvent, c'est rigolo parce que ceux qui sont sur Putsch Média, mes abonnés, ne savent pas forcément qu'il y a une chaîne YouTube, et ceux qui sont sur YouTube ne savent pas que Putsch est un site à la base, un site média, un site d'actualité. Voilà, mais bon, ils consomment la même chose.
Donc hyper intéressant. Donc tu t'es lancé comme ça, from scratch, comme on dit, à partir de rien, comme tu disais, les réglages, machin, etc. Et ça, c'est génial. C'est d'ailleurs c'est ta force de pouvoir être tellement convaincu et animé par ce que tu fais que du coup tu y vas. C'est un message aux jeunes qui peuvent vous écouter. Allez-y, foncez, plantez-vous, c'est pas grave, c'est pas parfait. L'important c'est de faire. Et donc du coup, ça a peut-être développé chez toi la fibre entrepreneuriale, de fait, parce qu'à un moment donné, il faut aussi pouvoir réussir à développer une activité économique, subvenir à ses besoins. Comment, alors parce que je vois très bien maintenant comment tu fonctionnes, comment cette problématique tu as pu la gérer, c'est-à-dire le fait de créer un cercle vertueux économique qui permet d'être souverain, tout simplement, surtout quand on veut défendre la liberté. Je pense que c'est un impératif aujourd'hui. Oui. Bon, hormis l'URSSAF, mais concrètement, alors oui, j'aurais pu faire make-up influenceur à Dubaï. C'est manifestement pas la voie que j'ai choisie pour moi. Je suis allé dans le média politique et le média de société. Donc, manifestement, on était quand même sur un chemin un peu plus ardu. La pente est raide, elle est droite, mais elle est raide. Voilà. Et c'est vrai qu'il a fallu réfléchir à ça. Il faut réfléchir au modèle économique. Il faut aussi proposer quelque chose que les gens vont apprécier aussi. Parce que ton juge de paix, c'est ton lecteur, c'est ton téléspectateur, c'est la personne qui va te regarder, qui va tiens, je vais regarder Impact parce que je trouve que c'est sympa. Et après, qui sont capables de donner, qui sont capables de faire des dons, qui sont capables de s'abonner. Donc la réalité, c'est la base, je pense, et véritablement, parce qu'il y a des jeunes ici qui veulent lancer un média, c'est qu'il faut avoir une conviction dès le début. Il faut se dire, voilà, je veux faire ça dans mon média, ça. Il faut avoir une ligne directrice. Je le disais, ne pas avoir une colonne vertébrale en texture de tuyau d'arrosage, parce que sinon, tu vas te planter. Voilà. Et là, il faut avoir une conviction. La mienne, c'était d'inviter des gens qu'on ne voyait absolument nulle part ailleurs. Ça présente des problèmes, parce qu'il faut les inviter, parce que ça veut dire que ça peut ne pas marcher, ça veut dire plein de choses, mais c'est beaucoup de travail. Censuré, ça a été sur les Gilets jaunes, ça a été sur la crise sanitaire, parce que je rappelle que la censure ne vient pas que la crise sanitaire. Sur les Gilets jaunes, déjà, c'était pas mal. Même avant. Mais nous, en tant que médias, on a subi pas mal d'emmerdes avec les Gilets jaunes. Concrètement, pas par les Gilets jaunes, mais parce qu'on traitait les Gilets jaunes. Et après, cette conviction-là doit pouvoir amener, il faut pouvoir, à un moment donné, avoir des gens qui s'intéressent et qui légitiment la ligne éditoriale et qui permettent de la faire vivre. Surtout. Voilà. Et donc, du coup, comment les gens peuvent te soutenir? Comment ça fonctionne? Donc, il y a un accès payant, il y a des dons. Voilà. Comment Putsch arrive à se développer? C'est une vraie question parce que le tout gratuit, ce n'est absolument pas possible. Les subventions publiques, c'est pas possible non plus. C'est pas pour nous. Voilà. Et non, mais on n'est pas les clients. Non. Et donc, en fait, la monétisation se fait soit avec des abonnés. Des abonnés qui s'abonnent au site Putsch Média. Donc il y a un abonnement payant. Il y a un abonnement. Pour ceux qui nous écoutent. 4,99 par mois ou 49,99 à l'année. Parfait. Et donc du coup, ça donne accès à des newsletters. Ça donne accès à tout le site. Le site, il y a 11 000 articles interviews, donc c'est quand même un gros site maintenant. Il y a YouTube. Tu peux être membre de la chaîne comme c'est le cas. Enfin, nous, on a des membres premium où je fais des éditos, des trucs un peu exclusifs pour nos abonnés. On a également les dons. Donc on est chez nos amis Tipeee, que je salue d'ailleurs. Tipeee, on peut faire des dons directement depuis sur le site avec Stripe, directement nous faire un don par chèque. Voilà. Donc il y a vraiment l'abonné, le don, concrètement. Et ensuite, on essaie de monétiser comme ça. On ne prend pas de publicité, on ne fait pas de publicité. Donc déjà, c'est réglé. Et ça nous permet aussi... Pas par choix ou, par choix. Par manque d'annonceurs par choix. Ah non, par annonceur. D'une part, moi, j'ai essayé sur la culture, quand j'avais BSC News, qui était ce web magazine culturel, tu vas voir des gens qui programment des pièces, qui font de la programmation, essentiellement les institutions. Et déjà, tu es mis de côté parce qu'au début, tu es un petit média et qui préfère la PQR qui fait de la communication politique pour le maire en question, ou le président de la communauté de communes en question, ou le président de région ou la présidente de région. Et je me suis rapidement rendu compte qu'il y avait un véritable problème d'indépendance par rapport à ça, parce qu'en fait, tu viens en tant que quémandeur de subventions publiques pour parler d'un spectacle ou d'un festival en bien, parce que tu ne vas pas prendre une pub si c'est pour dire que franchement qu'à un moment donné, c'est de la merde et que ton spectacle tu aurais pu le garder pour toi, quoi. Voilà, bien sûr. Manifestement, et que la moitié des gens qui viennent en plus, bon, peu importe. Et après, ça pose un problème de temps aussi, parce que prendre son téléphone toute la journée,
manifestement pour essayer de démarcher des gens qui ne veulent pas te recevoir, qui ne te connaissent pas, qui ont dans leur carnet d'adresse, je pense notamment à certains responsables de communication dans le secteur de Montpellier, institutionnel, qui, sortis des 3 médias connus, les autres, ils ne voulaient pas en entendre parler, parce que bon... Ça le gave et il a pas le temps. Gave, et puis il y a une certaine forme aussi de nous sommes machin, et puis nous connaissons... Il y a une espèce de petit gotha comme ça, beaucoup dans la presse locale et PQR, peu importe, ça prenait beaucoup de temps. Et puis au moment, il faut aussi monétiser, parce que tu es toujours dépendant d'une ligne budgétaire, tu es dépendant d'une subvention, tu es dépendant de la ligne budgétaire d'un festival, parce que si c'est pas renouvelé, qu'est-ce que tu fais? Tu fais rien. C'est-à-dire qu'à un moment donné, donc il a fallu penser comment on faisait pour monétiser le site, et puis et gagner en totale indépendance, bien entendu, sans investisseurs. Parce que chez Puig, il n'y a pas d'investisseur. Le seul investisseur, le seul oligarque chez Puig, c'est moi. Vous la main en face de vous, c'est moi. Magnifique. Voilà. Au moins, c'est une démocratie directe. Oui, là, c'est si vous avez un problème, c'est un peu autocratique. C'est Nicolas. Mais non, mais voilà. Vous envoyez un mail. Voilà, excuse-moi, désolé. Non, mais il y a ça, et c'est une vraie réflexion à avoir. Et après, ça présente des dangers, parce que tu es toujours comme un oiseau sur la branche. Il y a une forme de développement et c'est compliqué. C'est l'entrepreneuriat, c'est un peu le risque aussi de la liberté, c'est le prix à payer, c'est cette précarité un peu. Et je vais te le dire aujourd'hui, mais je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais je le répète, si ça n'a pas été bien entendu, je ne pourrais pas être salarié d'un média aujourd'hui. Vraiment pas. Ah, c'est vrai. Mais c'est sûr, je ne peux pas être salarié d'un média. Mais je ne peux pas, parce qu'en fait, une liberté d'action. Mais bien sûr. Alors, parfois, il y a des fois ça tangue, il y a des fois, il y a plein de choses qui se passent, mais j'ai une liberté d'action. Que j'adore. Voilà. Je dis pas qu'il y a des choses que je ne me suis pas planté sur des trucs, sur des projets qu'on a lancés, ça n'est pas arrivé à bout, mais je m'en fous, en fait, c'est pas le problème. Et aujourd'hui, c'est une affaire qui marche, qui pourrait toujours marcher mieux, parce que c'est la presse indépendante, je l'ai dit, j'aurais pu choisir d'être influenceur à Dubaï, je ne l'ai pas fait, je préférais les médias, je préfère à un moment donné essayer d'apporter ma pierre à la voie démocratique. Je suis très BG, mais je ne suis pas sûr que tu aies toutes les qualités pour être influenceur à Dubaï. Non, manifestement, c'est pas, c'était pas le projet. Non, c'était pas mon projet dès le début. Non, manifestement, c'était mon projet. Tu me parlais justement de moments de tempête, parce qu'effectivement, quand on se lance seul, avec sa propre ligne éditoriale, on développe tout from scratch, donc avec le logo, la charte graphique, la ligne éditoriale, etc. Quels défis les plus difficiles tu as rencontrés, et justement, qu'est-ce que tu en as appris? Parce que tu es quelqu'un de résilient, on le voit à ta force de caractère, donc sinon tu ne serais pas là aujourd'hui. Et encore merci d'ailleurs d'être là. Mais qu'est-ce que tu as appris? Quels ont été les défis les plus difficiles pour toi? Les défis, c'est vrai que j'en ai parlé, et on ne va pas y faire 2 heures dessus. La monétisation, trouver des abonnés payants, ça c'est important. Donc l'argent, ça a été vraiment le plus difficile. Parce qu'il faut vivre et qu'il faut des abonnés, c'est super important. Et puis en face, il y a des mecs subventionnés, avec un réseau de dingue et des moyens colossaux, donc c'est sûr. Et au début, après, il y a sur l'éditorial, c'est-à-dire, moi j'avais ma ligne éditoriale, d'ailleurs elle est toujours la même, elle n'a pas bougé. C'est d'inviter des gens, et ensuite tu dis, mais si j'invite lui, peut-être que si, peut-être que mi, comment ça va être pris, pas par les lecteurs, mais par les confrères. Donc je me fous, mais au début, quand tu es tout jeune, machin, tu as des questions que tu te poses plus, que je me pose plus maintenant, véritablement. Et est-ce que je vais inviter lui? Est-ce que je peux pas inviter lui? Et en fait, il faut sortir de ce carcan. Il faut sortir de ce carcan, parce qu'en fait, tu fais un média pour une ligne éditoriale, mais il faut toujours partir de la base qui est absolument le lecteur. Voilà, il faut toujours, à un moment donné, se dire, si j'étais lecteur, est-ce que j'aurais envie de lire une interview comme ça? Et je pense que là-dessus, l'éditorial doit être extrêmement ferme par rapport à ça, et ne rien s'empêcher. Ne rien s'empêcher en termes d'invités. C'est pour ça que quand j'ai fait ma presse mainstream, quand j'ai fait le lancement de promo de Putsch dans les médias français mainstream, manifestement, il y a eu des erreurs 404. Il y a eu des erreurs 404 quand tu reçois d'un côté Laurent Oberton et après, je disais Yanis Varoufakis. Manifestement, là, on a débranché la centrale. Parce qu'ils ne comprenaient pas. Ils ne comprenaient pas comment on pouvait à un moment donné, parce que... c'était tellement novateur, en fait. Personne ne faisait ça. Mais en fait, c'est la base du journalisme. Oui. Tu vois ce que je te dis? C'est novateur parce qu'on est arrivé manifestement et tragiquement à cet état de fait. Mais ça devrait être la base du journalisme. On ne devrait pas s'interdire d'inviter qui que ce soit. On devrait inviter tout le monde à partir du moment où tu as estimé, par contre, en amont, que la personne que tu invites, comme les gens que tu invites, et je te remercie de m'avoir invité sur Impact, tu estimes qu'ils ont 2-3 trucs à dire un peu intéressants et que ça pourrait potentiellement intéresser les gens qui vont regarder la vidéo. Mais
après ton tamis, il ne faut pas s'interdire d'inviter les gens. Et je pense que ça a été le plus dur de passer ce cap ou se dire, bon, maintenant, c'est bon. Hein, c'est pas simple, parce que c'est vrai qu'il y a une telle autocensure, il y a une telle trouille d'être mis au banc de la société parce qu'on a eu tel invité ou parce qu'on a fréquenté telle personne, etc. Parce qu'en réalité, le pire, c'est pas forcément les commentaires comment je dirais, des opposants médiatiques ou politiques. C'est surtout le comportement après, derrière, des gens de notre environnement, en réalité. C'est ça, en fait, le sujet. Un article dans Libération, ça peut vous mettre... Moi, je sais qu'il y a dans le choix de sélection RH, des partis, etc., vous avez le mauvais article, c'est terminé, vous prenez la porte, même s'il s'avère que c'est de la diffamation, que c'est pas vérifié, etc. Et ça, c'est terrible. Et donc, je trouve que c'est génial d'avoir cette liberté de ton que tu as d'inviter qui tu veux. Mais tu as vu, je sais pas si tu as suivi Eric Morillo qu'on a reçu. Oui, Eric avec qui j'ai travaillé sur Sud Radio. Ah génial. Qu'on a reçu exactement, et qui nous a raconté ce qui est arrivé avec Étienne Chouard, ses déclarations sur la guerre en Palestine. Et en fait, à un moment donné, lui-même s'est retrouvé potentiellement face à la, face à la justice, alors que en fait, on devient presque responsable des gens qu'on invite. Bien sûr. Et c'est vrai que c'est une vraie belle liberté que de pouvoir dire non, nous on reste systématiquement autonome. Alors je vais finir là-dessus parce que je vais balancer un peu. Parce qu'il faut balancer. Moi, j'ai acquis aussi cette liberté de ton parce que je pense que mon caractère est un peu comme ça, en acier trempé. Bon, après, l'acier n'est pas de première main, mais bon, c'est comme ça, on ne peut pas faire, on ne change pas. Mais manifestement, je me souviens quand j'étais avec mon petit web magazine à Montpellier et que je me suis pointé là, dans les salles de théâtre et les machins et les ci et les mi, que tous... les canards du coin locaux subventionnés par la publicité institutionnelle qui avaient pignon sur rue, qui se prenaient pour les ayatollahs, littéralement de la liberté d'expression dans le monde et bien ailleurs, peut-être au niveau de la Lune. Quand je suis arrivé, moi, avec mon petit truc, on ne savait pas si c'était national, web magazine, on ne comprend pas ce que ça veut dire. Je veux le dire, je crois que je ne l'ai jamais dit d'ailleurs, tu vois, je vais le dire chez toi. Il faut savoir que quand tu vas dans un spectacle, un peu partout, au théâtre, tu as un rang presse. C'est-à-dire que quand tu es journaliste, que tu viens pour le théâtre, tu dis je viens voir la pièce, donc on était en presse. Mais en première loge. Je sais qu'il y a certains qui ne voulaient pas s'asseoir à côté de moi. Oh, c'est pas vrai. Si, je t'assure. Donc la liberté de ton, mon cher Romain, tu vois, je l'ai appris là. Tu as été discriminé ? Exactement, oui, parce que je faisais pas partie du petit sérail journalistique local, le petit Mundio, le petit bocal. J'étais en dehors du bocal, moi. Et puis, on me voyait d'un mauvais œil parce que je connaissais personne. J'étais pas journaliste. T'es pas du sérail. J'avais pas de connexion particulière dans la politique, la petite politique aérie du coin. Je ne participais pas au cocktail. Ça me faisait chier. C'est d'ailleurs toujours le cas. C'est toujours le cas. Et en fait, donc, je retrouvais avec mon petit média, sans abonnés, avec des galères, sans trouver des super invités. Enfin, moi, j'estime que c'est super invités. Et finalement, c'était pas bien. Et je commençais à avoir beaucoup d'abonnés gratuits, parce qu'à un moment donné, je suis quand même arrivé à 100 000 abonnés gratuits sur BSC News. Extra. Et complètement. Et puis, j'avais ce regard de la petite mundio locale des journalistes du coin qui se retrouvaient en permanence ensemble sur les scènes, sur les théâtres du coin et tout. Et je peux t'assurer qu'une paire de fois, ces gens ne me saluaient pas quand on arrivait et me laissaient à l'écart. Je me suis retrouvé, il faut le savoir. Et ça, je te parle de ça, c'était 2007, 2008, 2009. Donc ça remonte. Mais pour en revenir à la liberté de ton, ça m'a rapidement appris qu'à un moment donné, tu vois, bon, et après, Putsch est devenu, BSN est devenu Putsch, aujourd'hui, Putsch est là. Et donc d'ailleurs, c'est marrant parce que ces mêmes journalistes, on va le dire aussi, quand j'ai sorti mon bouquin, le dernier, les deux derniers, Média Le Grand Hermanche chez Hugo et compagnie et Lettres aux autruches sur tube digestif, je rappelle quand même que je crois je paradais, mais on est pratiquement à 10 000 ventes. Magnifique, j'ai été numéro 1 des ventes de livres politiques sur Amazon. On va en parler parce que là aussi, il faut envoyer du cash. Il faut savoir que je vais vous donner en exclusivité le nombre d'articles de presse, d'interviews, de conférences, d'articles de presse et d'interviews que j'ai donnés dans la presse locale. Zéro. Walou. Mais moi, je vais te dire, franchement, je m'en fous parce que ça comme disait Jackie Chirac, ça m'en touche une sans me faire bouger l'autre. Mais pour en revenir à ta question en me disant comment, à un moment donné, on arrive à accepter ou à assumer le fait de se mettre en retrait, ou faire un pas de côté et de faire ce qu'on a envie parce qu'on estime que la ligne éditoriale, elle répond à ça. Voilà, c'est-à-dire que
Super quand leçon. j'étais à Montpellier, j'ai été traité comme de la merde. Voilà, c'est clairement quoi. Et tu vois, mais alors, je m'en moque une nouvelle fois. Mais c'est pour te dire Non, mais que ça peut être hyper dur. C'est hyper violent d'être mis de côté dans un univers. C'est atroce. Oui, pendant plusieurs. C'est ce que disait Mel Gibson. En fait, la pire angoisse, je crois, de l'être humain, c'est parce que c'est vraiment un animal social, c'est d'être mis au banc de la société. Et Mel Gibson les interviews parce que justement, il se fait interviewer. Je sais plus sur quel film c'était, mais c'était bien après justement la période où il était en disgrâce à Hollywood. Et il disait mais maintenant, tu vois, I don't give a fuck, j'en ai plus rien à foutre. Ah oui, moi aussi. Et c'est génial. C'est-à-dire que quand on est convaincu, c'est une très belle leçon justement, c'est-à-dire que quand on est convaincu par ce qu'on fait, on se prend des taquets, des humiliations parce que c'est horrible d'être mis au banc. Moi, je vais pas te faire un dessin, je suis quand même le petit-fils 2, neveu 2, frère 2. Donc je sais aussi ce que c'est. Et puis finalement, quand on est convaincu et qu'on est sûr que ce qu'on fait est juste, et finalement on arrive à traverser la tempête et aujourd'hui d'avoir un magnifique média comme Putsch. Mais ça demande effectivement une force de caractère puissante. En même temps, j'ai envie de te dire que, on va pas faire toute l'émission là-dessus, mais j'ai envie de te dire qu'à un moment donné, les gens dont je parle ici, ils sont toujours au même endroit. Ils sont dans le tombeau tout en camon. Ils n'ont pas bougé. Tu vois ce que je veux te dire? Ils n'ont pas bougé. Et ils se régalent comme ça, tant mieux. Mais c'est pour dire qu'à un moment donné, innover, en plus tu arrives dans un territoire, ce que j'ai horreur de ça, mais de province, moi je suis là-bas, j'habite près de Montpellier, je suis un bouseux, mais alors assumé, totalement assumé. Voilà, je suis un mec tous de le village. bouseux de quelqu'un. Non, mais je le mec de village, j'aime ça, j'aime ma France populaire, je vis auprès des miens. Je vis avec les miens. Et je veux dire par là, c'est que c'est dingue. C'est-à-dire qu'on ne peut pas évoluer comme ça. Voilà. Mais ça m'a appris aussi cette force de caractère de dire, si tu crois ce que tu fais, c'est facile de dire ça. On n'est pas ici sur voilà, on est développement personnel. Mais je veux dire par contre que j'ai toujours cru en ce que je faisais et que même dans la mise à l'écart, même dans les railleries, même dans les messes basses, même machin, aujourd'hui, voilà. C'est génial. Voilà. Merci parce que donc salut à eux, témoigner en de ça. Salut à eux. Et puis toi, tu continues à tracer ton chemin, à tracer ton sillage. Justement, du coup, on va avoir le revers de la médaille de l'indépendance intellectuelle et du courage nécessaire pour continuer à avancer indépendamment de la mise à l'écart des gens du petit sérail, on va se le dire comme ça, souvent les mêmes avec la même idéologie. On va pas faire de dessin. C'est la gauche tapenade en fait. Tu vois, c'est la gauche tapenade. Un peu au-dessus, un peu au-dessous. Voilà. Très bien. Mais beaucoup de tu mets au-dessus et en dessous, toi, la tapenade. Je savais pas. J'essaierai, du coup, je connaissais pas. Tu peux essayer, tu vas voir, c'est super sympa. C'est très grisant pour l'humanité. Double effet qui se coule. Parfait. Et donc, du coup, en parallèle de ça, parce que ça, c'est le côté un peu comment je dirais, un peu difficile à vivre. Du coup, tu as eu des succès aussi. Comment tu as mesuré à un moment donné l'impact de ton média, donc de Putsch, et de tes émissions sur les réseaux sociaux et justement dans la promotion des idées un peu anticonformistes? Comment ça s'est passé ce moment-là, la bascule, où tu t'es dit, mais en fait, le pari est gagné parce que j'ai mon retour de succès? La bascule, elle se fait, tu vois, c'est marrant parce que la bascule, elle se fait vraiment pendant les Gilets jaunes. Oui. Parce que je vais sur les premiers ronds-points le 19 novembre 2018, je me rappelle comme c'était hier, c'était en Normandie. Et d'une part, en termes de journaliste, Romain, je me rends compte à ce moment-là qu'il y a toute une France que je n'avais pas vue. Ah, c'est fou. Alors que toi, tu vis en province en plus. Je découvre ma France. C'est-à-dire que je découvre des centaines de milliers de gens. Je suis sur un rond-point, je crois qu'un jour, il y avait 3 ou 4 000 personnes sur un rond-point, dans une zone commerciale. Une zone commerciale. Tu avais un Kaby, tu avais un Darty, tu avais un Ikea. Et là, j'arrive, il y avait 3 4 000 personnes au milieu de la route, partout. Et je passe beaucoup de temps sous une tente avec des gilets jaunes, des Français en colère. Et là, je découvre humainement, personnellement, que c'est une France que je n'avais pas vue. Pas que je ne voulais pas voir, que je n'avais pas vue. Littéralement, une France déclassée, une France paupérisée, des gens humiliés, une nation éborgnée, égratignée par des gens qui me disaient, moi c'est simple, c'est soit je me chauffe, soit je bouffe. Oui. Et j'ai été sur des ronds-points tenus par des mecs qui votaient RN, et qui votaient communistes. Des gens qui s'étaient liés là-dessus. Et je me rends compte de ce qui se passe. Littéralement, je découvre la France. Et à ce moment-là, je tourne énormément parce que je suis en train de me rendre compte de ce qui se passe. Et d'ailleurs, j'ai écrit une tribune dans le Vox Saint-Figaro intitulée, qui a excellemment bien marché, et j'en suis heureux. Le peuple n'a ni raison ni tort, il décide. Oui. Voilà.
Et là que je comprends. Et puis à ce moment-là, et d'ailleurs, au début des premiers ronds-points, c'est là que j'en parle. Quand j'arrive, ils me voient arriver avec... je n'avais pas de caméra, moi j'avais un portable, j'avais acheté un pied, enfin bon, j'arrivais, un reporter, un journaliste indépendant. Et là, il y a beaucoup de méfiance. C'est-à-dire, on me dit, vous n'êtes pas à des chaînes info, vous n'êtes pas BFM et tout, n'est pas BFM au moins. Enfin, tu vois, vraiment, ce qu'ils appelaient eux les merdias. Oui, voilà. Oui. Et puis rapidement, en fait, je me rends compte qu'on fait ce travail-là et on fait beaucoup de reportages, on fait beaucoup de vidéos avec les moyens du bord. Hein. J'avais pas un perchi, j'avais pas des lumières. Non, on avait le téléphone portable, un micro à l'arrache, un kit mani qu'on tenait comme ça. Et là, on fait beaucoup de vues. Sur Facebook, on fait beaucoup de vues, on fait beaucoup, vraiment. Et en fait, l'authenticité, le direct, l'immédiateté de l'information a primé. Et on a essayé, j'ai essayé, comme c'est le cas. En plus, les grands médias ne voulaient pas y aller parce qu'ils se sont dit, c'est une petite révolte parmi d'autres, et ils ont dû un peu balayer ça d'un revers de main. Que l'eau montait, ils les ont littéralement humiliés. Il y a eu un mépris de classe, pour ne pas dire autre chose, bon, peu importe, mais c'était terrible. Et c'est à ce moment-là aussi c'est à ce moment-là qu'on fait vraiment du journalisme de terrain, et aussi, par la même occasion, qu'on commence à découvrir qu'il y a le format vidéo qui existe dans la vie. Oui. Et ça commence avec mon téléphone. C'est après que vient la chaîne YouTube. Oui. C'est après que la chaîne YouTube, elle vient crise sanitaire. Donc, on est quand même 2 ans avant. Et là, je commence à me rendre compte qu'en fait, on a une capacité, une démocratisation avec un téléphone portable, avec les réseaux sociaux encore non censurés. Non censurés. Où on peut faire une information virale. On a fait des lives, nous, à les Gilets jaunes, qui ont fait 500, 600, 700 000 vues sur YouTube. Sur Facebook, on n'était pas encore sur YouTube. Énorme. Voilà. Et on avait parfois des lives sur des manifs ou des affrontements ou des machins, même sur les ronds-points qui n'étaient pas loin d'être à Paris. Et on s'est rendu compte qu'il y avait une vraie appétence pour les gens à découvrir une autre information. Et c'est aussi à ce moment-là que je vais sur RT France. C'est à ce moment-là que RT France m'appelle. Parce que comme j'écris dans le Vox et je suis pas mal sur les ronds-points, que ma chaîne Putsch commence vraiment à être visible par rapport à ça. Il faut rappeler RT France, c'est Russia Today qui a été supprimé, ou je sais pas comment on peut dire ça, annulé. Ils ont été supprimés, ils ont été fermés par le pouvoir public. Ouais, même pas. Par la Commission européenne. C'est la Commission européenne, je Ursula von der Leyen. La France qui avait décidé. Oui, il n'y a eu aucune. C'est l'UE, il n'y a eu aucune procédure administrative française contre RT, ni du CSA, mais Arcom. C'est la Commission européenne, Ursula von der Leyen. D'ailleurs, on demandera toujours à Ursula où elle a mis les textos, parce qu'on aimerait avoir les textos. Ursula, si tu peux nous les envoyer, ça serait pas mal. Avec Albert, on aime savoir un peu ce que tu as dit quand même, parce que ça fait un petit moment qu'on te le demande. Et donc, ça a été fermé. Mais les textos entre Ursula von der Leyen et Albert Bourla, du fameux laboratoire. Je ne vais pas dire parce que sinon après ça. Voilà. Et donc ça fait. Faudra aller sur Putsch, je pense. Exactement. Nous on a pas mal balancé. On a parlé de texto Ursula. D'ailleurs c'est pour ça que je l'appelle Ursula von der Leyen. Et concernant les négociations des contrats avec les labos. Ah oui. Voilà. Et non, c'est la Commission européenne qui ferme RT sur l'ensemble du territoire européen. Ok. Et donc la chaîne est fermée. 176 personnes sur le carreau. Mais pour en venir un peu avant, moi, c'est RT qui m'appelle à ce moment-là. On a besoin de couvrir. On a besoin de couvrir. Une fois pour être ce qu'on appelle gay, c'est-à-dire on t'invite sur le plateau pour parler du sujet, puis une fois, 10 fois, 20 fois, machin. Après, j'ai mal fini, j'ai fini de travailler sur la chaîne. C'est d'ailleurs la chaîne qui m'a donné l'opportunité. Alors, il y avait Éric Maury, on a parlé sur Sud Radio, mais vraiment télévisuellement parlant, c'était RT qui m'a formé à la télévision. Mais il y avait Régis Sommier déjà à l'époque. Oui, il y avait Régis Sommier, bien sûr. On a invité aussi. Il faudra aller voir l'entretien. Extraordinaire. Ouais. Et il y avait Régis déjà qui était là, Olivier Delamarche, Alexis Poulain, moi et d'autres, Jacques de Guibon aussi à l'époque. Excellent. Donc on était tous là-dessus et on nous donne véritablement la possibilité. Et pour parler de censure, un jour, je commençais à aller sur RT, mais vraiment trop au goût de certains. Oui. Ça commençait, ça commençait à claquer les molaires, comme disent mes amis québécois. Et un jour, je suis invité par quelqu'un que je connais, journaliste, on va dire ancien par rapport à nous, que j'apprécie beaucoup, qui est vraiment quelqu'un de très bien et qui fait des grandes enquêtes et qui est super. Et il m'invite à manger, je ne dirai pas son nom, bien sûr par respect, mais il me dit, tu sais, Nico, tu vas sur RT, si tu continues à aller sur RT, les portes vont se fermer pour toi. Puis je dis, ça se tombe bien, parce qu'il y a des portes que j'ai plus envie d'ouvrir. Oh. Voilà. Donc j'avais une cible énorme, parce que le fait c'est sur RT, il faut se rendre compte aussi que c'était une cible énorme, parce que j'avais une liberté de ton. Malheureusement, on ne peut plus voir, tout a été supprimé, les chaînes YouTube, tout a été supprimé. Je faisais des éditos sur RT, les miens avec Alexis et les miens. Un édito de 6 minutes jeudi matin, c'était minimum entre 400, 500 et 1 million de vues. Oh, c'est incroyable. 6 minutes, le matin, en matinale. C'est une vraie Donc, chaîne, il y avait une puissance de frappe. Énorme.
puissance de frappe littérale. Et donc, la chaîne a été fermée, on va passer vite là-dessus. Et lui, c'était les portes, quand il parlait des portes, c'est les portes médiatiques? Ah oui, les portes médiatiques. Les portes médiatiques, bien sûr. Ben, moi, plein de choses que j'ai plus fait. Mais une nouvelle fois, ça me touche une, ça fait bouger l'autre, parce que j'ai estimé qu'à un moment donné, sur une chaîne comme RT France, qu'elle soit payée par la Russie et tout, c'est une évidence. Mais je veux dire par là, et je l'ai dit une fois, c'est que si les médias français avaient fait leur boulot, bah, bien sûr, il y aurait pas besoin RT n'aurait jamais pu mettre le début de Norteil en France. Bah oui. Comme nous, comme ta chaîne, comme la mienne, machin, si les médias faisaient leur boulot, nous, on n'existerait pas. S'ils répondaient à tous les besoins, aux besoins du marché. S'ils ne faisaient que le pluralisme des voix et le débat et les sujets traités, nous, on n'existerait pas. Sur nos chaînes YouTube, on aurait 3 abonnés, dont ma tante, mon cousin et mon voisin. Bah oui. Tu vois, c'est cette rhétorique qu'il faut avoir, cette réflexion qu'il faut avoir, en disant mais c'est pas vrai, alors mais RT ils sont fermés, maintenant c'est CNews, enfin c'est machin, maintenant c'est exactement, c'est machin. C'est la fuite en avant maintenant, c'est-à-dire que maintenant qu'il y a cette jurisprudence là, tac, tous ceux qui vont la seule question à laquelle il faut répondre nos confrères, c'est, comme je le disais tout à l'heure en antenne, c'est le loto, c'est à qui le tour. À qui le tour. C'est ça la réalité. Et c'est pour ça qu'il y a une émergence des médias, ce qu'on appelle alternatif. Moi, j'aime pas trop alternatif parce que ça veut pas dire grand-chose. Indépendant, si tu préfères. Indépendant, sans subvention. Mais c'est pour ça qu'à gauche, il y a QG, il y a le média, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, peu importe. C'est des médias qui ont des véritables sociaux, c'est des médias qui ont des véritables abonnés. Il y a TVL, il y a bien sûr Toxin, il y a Omerta, il y a toi, il y en est quand même nombreux. Et on existe dans un écosystème parce que les gens, ils ont besoin de voir autre chose. Totalement. Et donc, nous tirer dessus à bout portant au fusil à pompe canoncier, ça les occupe. Mais finalement, le vrai juge de paix, je le dis depuis le début de l'émission, ce sont les Français, ce sont les citoyens, parce que c'est les citoyens qui, à un moment donné, choisissent de regarder tel ou tel média et qui nous donnent et qui nous soutiennent. C'est ça la réalité de l'histoire. Et ils n'y pourront rien. Et l'audiovisuel public en premier. On l'a vu dans le changement des invités, d'ailleurs sur BFM, etc. Là, j'en discutais avec la Briens, donc Juliette, qui est quand même Alain Correct, sur BFM, sur RMC, sur le plateau de Cyril Hanouna. Enfin, ça, il y a quelques années, c'était même pas imaginable. C'est-à-dire que maintenant, évidemment, avec un coup de retard, les médias commencent à se réadapter, mais par rapport au succès de CNews, c'est CNews qui vient d'être fermé. Donc en fait, effectivement, à qui le tour, et l'important, c'est de répondre à l'attente des gens, des auditeurs. Bien sûr. C'est ça l'important. Et puis après, avoir une liberté d'expression, une liberté d'informer qui doit être simplement cornaquée par un tribunal. Si jamais il y a des choses qui sont dites, s'il n'y a qu'un tribunal aujourd'hui, il peut condamner des propos. C'est pas le tribunal médiatique. C'est le tribunal. Si vous c'est la justice. Il y a la justice, il condamnera. Exactement. C'est tout. Mais le juge de paix, c'est l'électeur. Exactement. D'ailleurs, je voudrais faire je donne un conseil à Michel Troïka Barnier. Oui. Alors Michel, pour info, moi j'ai une piste pour 4 milliards d'euros. Faire des économies, parce qu'apparemment tu cherches un peu d'argent. C'est le visuel public. Il ne faut pas hésiter à aller faire un tour. Non, mais il faut regarder les comptes et tout, parce qu'apparemment, il faut. Oui. Non, mais je rigole, là, je fais un peu la tenue. Non, mais... Tu vois, à un moment donné. Mais complètement. À un moment donné, moi, j'en ai un peu marre, à un moment donné, de payer le salaire de Léa Salamé, quoi. Oui, non, mais c'est ça. Oui. Ou les films de BHL, parce que BHL. Voilà, le visuel public, quoi. Ah oui, non, mais complètement. Parce que c'est acheté par France Télévisions. Les boosts de BHL qui ne font pas d'entrée ou très peu en salle, c'est acheté, c'est financé par le CNC, donc le contribuable, par la région, par la mairie, par voilà. Donc tous les étages évidemment publics, et puis après c'est acheté par France Télévisions. C'est tout, c'est comme ça. Donc tu vois, c'est terrible parce que, mais par contre, une nouvelle fois, ça permet l'émergence de médias comme les nôtres. Avec des gens qui nous soutiennent. Alors on est beaucoup, et tant mieux. Moi je suis très content parce que comme ça on est plus nombreux à neutraliser, ça fait plus de monde. Si on était seul, ça serait pénible. Ça serait déjà pénible. Alors si on était tout ça, ça serait encore plus pénible. Mais pour le coup, pour finir cette idée-là, la fermeture de RT ou la fermeture de C8 ou autre, déjà c'est à qui le tour. Et de deux, surtout, c'est que si les médias de grand chemin, comme dit Le Gallou, faisaient leur boulot, on n'aurait pas d'existence. On n'aurait pas d'existence valable. On n'aurait aucune raison, d'exister. Aucune raison. Donc, si RT France a cartonné en France, c'est qu'à un moment donné, vous ne faites pas votre boulot. Donc, vous pouvez dire oui, c'est la désinformation, oui, c'est le Poutine. Écoutez-moi, moi, j'étais sur RT, j'ai jamais eu un téléphone rouge en bas du plateau pour me dire Nicolas, il ne faut pas que tu dises ça, Nicolas, il ne faut pas que tu dises ça. Enfin, ça m'est jamais arrivé. Et si ça avait été le cas, je serais parti. Et je pense que mon cheminement aujourd'hui médiatique, avec les galères que j'ai vécues avec Pouche, comme tous les médias indépendants, pas que moi, laisse à penser tout de même que j'ai
2-3 convictions au fond de la poche qui me Mm. permettent à un moment donné de continuer à faire ce que je fais depuis un certain temps. Voilà, Bien avec sûr. plus ou moins de réussite et de bonheur, mais peu importe. Ah, mais complètement. Non, mais c'est clair, bien sûr. De toute façon, Mm. quand on répond à un besoin, si jamais on a du succès, du Mm. retour et que ça fonctionne, c'est Mm. qu'il y a un vrai besoin, il y a un manque, Ouais. manque à combler. Mm. Mais alors, du coup, c'est intéressant. Là, je vais Mm. faire exprès de me faire un peu l'avocat du diable. Donc, tu constates qu'il y a des centaines de milliers, des millions de gens Mm. qui sont en adéquation avec ta ligne éditoriale, qui a pu être la ligne d'RT France, etc. En tout cas, Ouais. ces fameux médias alternatifs, même si le mot est pas terrible, Mm. en tout cas, médias libres, indépendants, c'est des millions de gens maintenant. Mm. Mais, tu as écrit un essai, Lettres aux autruches Ouais. et aux tubes digestifs, où tu traites de l'indifférence des Français face à l'effondrement du pays. Mm. En gros, pour résumer, Ouais. mais tu vas nous en dire un peu plus. Ouais. Qu'est-ce qui t'a poussé à écrire cet essai? Parce que on le sent, hein, c'est cash Ouais. avec Nicolas, donc Mm. c'est pour ça qu'on l'a invité aussi Ouais. chez Impact. Quels sont les messages, justement, quel message tu as voulu transmettre avec ce livre? C'était quoi le pourquoi tu as écrit ça? Ben, on me demande, ouais, ben alors oui, parce que c'est un livre un peu au piment de Cayenne, il a été fait à la hache, Ouais. au lance-flamme, Ah ouais. et chargé en kérosène, c'est évident. Oui, là, à un moment donné, j'ai pris quand même pas mal de bidons, parce qu'il fallait à un moment donné, et puis je l'ai écrit en 46 pages, il faut Ouais. dire aux téléspectateurs que c'est 46 pages, donc franchement, en Mhm. demi-heure, vous pouvez le lire. Voilà, ouvrez-le quand il y a, je sais pas qui, Michel Barnier prend la parole, vous n'étiez pas à faire la vaisselle ou à lire mon bouquin, vous allez voir, ça va mieux passer. Et en fait, ce livre-là, je l'ai fait parce qu'on me pose la question depuis bien des mois de savoir, on me dit, tu comprends, mon cousin, mon oncle, ma frère, ma soeur, ma Ouais. compagne, en fait, ne veut rien voir, ne s'intéresse à rien, laisse faire ce qui se passe, finalement, il est dans une forme d'apathie. Donc, je me suis dit, à un moment donné, je vais essayer de répondre en quelques lignes, ou en quelques pages plutôt, Mhm. essayer de formuler un début de réponse, à savoir pourquoi il y a une majorité de la population française, manifestement, je pense qu'il y en a un peu moins aujourd'hui, parce qu'on a eu quand même en France l'ultime honneur, on a Pierre Niney, Omar Sy et les autres, et puis on a aussi la plus grande réserve naturelle d'autruche et de tubes digestifs. C'est une énorme réserve naturelle. Hein, je veux dire, Et alors, qu'est-ce que tu veux dire par la truche et tube digestif? Tiens, rien que le concept alors. L'autruche et le tube digestif. C'est l'individu manifestement qui a mis la tête dans le sable et qui ne veut pas voir ce qui se passe ailleurs, Ouais. qui ne veut pas voir Ça, du c'est tout, clair. qui a une vision extrêmement égoïste de sa propre existence, qui estime finalement que sa souveraineté s'arrête à la porte de sa maison ou à la porte de son appartement, Oui. et que les décisions politiques de ce pays, Oui. les décisions économiques ne le toucheront jamais. Oui, ça le regarde pas. Voilà. C'est pas son problème. Voilà, c'est-à-dire que, mais je leur réponds à ces gens gentiment, si tu ne t'intéresses pas à la politique, à un moment donné, elle va s'intéresser à toi. Donc l'autruche, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que, combien de fois j'ai entendu des gens, Nico, moi, c'est intéressant ce que tu dis sur les sujets et tout, mais moi, je veux rester dans le positivisme. Non, mais en fait, le positivisme, c'est pas possible. Oui. À un moment donné, moi, je veux bien qu'on soit, tu vois, oui. Mais non, en fait, à un moment donné, il arrive un moment, quand il y a un mec comme Macron au pouvoir, à une Union européenne comme ça, le positivisme, c'est avec une corde au fond de l'eau, quoi. Mais pire que ça, les gens, comme tu disais, avec les gilets jaunes qui n'arrivent pas, qui doivent choisir entre se chauffer et manger, l'intégrité physique des Français mise en danger, on l'a vu avec la petite Philippine. Non, effectivement, non, tout est question. Alors, tout n'est pas forcément question politique, mais tout est question de l'organisation de la cité et des conséquences qu'elle a sur l'individu, sur les individus que nous sommes. Donc évidemment, tu sors de chez toi, tu te fais planter, ou tu n'as pas les moyens de subvenir aux besoins de ta famille, bah en fait, oui, c'est ça, c'est directement lié à des décisions politiques. Exactement. L'inflation, c'est des décisions politiques, le prix du carburant, des décisions politiques, l'effondrement de l'éducation nationale, Romain. L'effondrement de l'éducation nationale. Ouais. Je connais combien de gens qui, à aucun moment, aucun cheveu de leur tête, ne pensent qu'à un moment donné, quand leur gamin le matin part à l'école, il sera aussi con le soir quand il va rentrer. Parce qu'il y a ce vieil adage de dire, oh, il apprendra toujours quelque chose. Enfin non, il n'apprendra plus rien en fait. Je ne veux pas porter atteinte aux enseignants qui nous regardent. Et je suis fils d'enseignant, donc je suis bien passé pour en parler. Et je vous renvoie vers des gens comme Aude Denisot, des gens comme ça. La Fabrique des crétins aussi, j'ai oublié l'auteur, mais c'est un livre extraordinaire. Justement, La Fabrique des crétins, c'est Michel Desmurger. Voilà. Et après, il y a Brigelli, Jean-Paul Brigelli, tout ça. Mais je veux dire, à un moment donné, quand je vois, moi, j'habite dans un petit village, quand j'habite, en plus, on est pas loin du collège, et quand je vois ces gamins, mais cette semaine, j'étais encore là, je vois les gamins le matin à 8h moins le quart monter au collège, soit souvent par groupe de 3 ou de 4, tous avec des portables. C'est-à-dire qu'on est véritablement dans un truc où tu as un gamin à 8h moins le quart du matin, il doit avoir 10 ans, même pas, et ils sont tous sur le portable en randonnion comme ça. Et en plus, à l'école, il y a un désastre, littéralement. Il y a un effondrement. Mais je sais que c'est polémique, je le dis, l'effondrement a été prémédité, il a été mis en place pour abrutir les gens, parce qu'on gouverne beaucoup mieux des consommateurs que des citoyens. Toi, Romain, quand on te dit il va falloir faire ça, tu vas dire gratte ça.
Je vais gratter où je gratte, mais pourquoi je vais gratter surtout? Alors, c'est une image rapide. Je veux dire, à un moment donné, tu te poses la question avec ton libre arbitre de savoir qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon. Le discernement. Exactement. C'est le pas, c'est la chrysalide vers la citoyenneté. Et notre école républicaine, dont je suis issu, doit nous amener à, à l'émancipation. Tu vois, à l'émancipation. Et ce qui permettait à l'école républicaine, à un moment donné, d'intégrer énormément, mais pas que d'intégrer des gens qui venaient d'ailleurs, d'intégrer aussi des enfants de la République qui ne vivaient pas dans une émulation culturelle à la maison. C'était ça, la grande chance de notre école républicaine. C'était à un moment donné que tout le monde en faisant lire du Maupassant, de La Fontaine. Exactement, exactement. C'est ça. Et ça, c'est extrêmement intéressant parce que c'était intéressant et ça l'est plus. Jacques de la Crételle, le livre de Jacques de la Crételle-Silberman, c'est ça. C'est ce petit juif qui arrive à l'école et son truc, il se dit, il est tout jeune, il doit avoir une dizaine d'années, je ne sais pas exactement, mais ça fait un petit moment que je l'ai lu, Jacques de la Crételle, mais il se dit, pour m'intégrer au mieux, je dois parler français et écrire le français mieux que mes petits camarades. Et c'est l'intégration, c'est ça à un moment donné l'intégration, c'est se couler dans une culture, littéralement, et surtout personnellement, individuellement, c'est devenir un citoyen en pleine capacité de décider. Et là, nous avons une classe politique qui a littéralement avec un gauchisme, tapenade et ce que tu veux, qui a littéralement effondré l'éducation nationale. Et aujourd'hui, l'apathie populaire, elle est aussi due à ça. Des gens qui finalement ils sont sans racines. Ils se croient sans racines, parce qu'on est toujours enraciné. Moi, je n'arrête pas, je suis un peu comme ça. Delson, je pense qu'on est toujours enraciné de quelque chose. Non, mais on leur dit qu'ils ne le sont pas, parce qu'effectivement, c'est le concept de l'homme nouveau. Exactement. C'est effectivement la religion de Vincent Payon, notamment, ancien ministre de l'Éducation, qui en fait décide que l'homme est ex nihilo créé, et qu'il n'a aucune racine, il n'y a aucune transcendance. Il est fluide. Et donc, du coup, on est face à un nihilisme qui fait que les gens s'occupent que d'eux-mêmes, ces fameuses autruches. Et donc ça, il faut totalement détruire ça, recréer du lien avec l'environnement à proximité, et surtout les gens enracinés, les traditions, les valeurs, qui font de la France un grand pays. Et ça, malheureusement, cette idéologie qu'on peut appeler la spiritualité des droits de l'homme, parce que c'est ce qui a érigé justement cette mentalité de l'homme seul, déraciné, est en train de détruire le pays. Et l'éducation nationale, on est un exemple parfait. Je pense que ça a été un des leviers activés. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à la démocratie qui a... C'est-à-dire que les gens votent avec leur carte bleue. Alors malheureusement, maintenant qu'ils ont une carte bleue, ils n'ont plus rien dessus parce qu'ils sont en train de se faire égorger, ça devient compliqué. Mais véritablement, on a érigé, comme tu l'as dit très justement, le parfait consommateur qui règne en souverain maître chez lui et qui ne doit s'occuper que des plaisirs immédiats, de plaisirs futiles. On peut avoir de plaisirs... Et qui se définit par sa consommation. Bien sûr. Par les marques qu'il achète et par effectivement. Bien sûr. Tous les trucs de luxe, etc. Là, j'ai jamais vu autant de marques de luxe sur les arrêts de métro et au bus. Exactement. Alors que les gens n'ont pas de thunes. Mais même chez les gamins. C'est l'identité, c'est la nouvelle identité. Même chez les gamins, l'influence américaine que je dénonce en permanence, le merchandising chez les gamins pour les trousses, pour les cartables, pour machin, on est chez les fous. On est les gamins aujourd'hui. J'ai des nièces de basket. Et je vois les pas de patrouille. Avant, c'était les mignons. Donc en fait, on plonge les gamins très jeunes dans une forme de consumérisme absolu dans lequel on le vide leur cerveau. Tu mets là-dessus des portables en classe, des portables dans la cour et des portables en garderie. C'est terminé, c'est fini. Et après, forcément, on se retrouve avec une apathie populaire terrible, une société qui se désagrège parce que finalement, les gens n'ont aucune conscience d'être les gardiens d'un héritage, d'une histoire et d'un patrimoine et d'être aussi les passeurs. Parce que quand tu es fluide, quand tu es liquide, que tu ne corresponds à rien et que ta seule nation, finalement, c'est ton chez-toi, tes amis, ta petite famille, ton Renault Twingo et ton Labrador, pour ceux qui ont la chance d'avoir un petit jardinet, eh ben, c'est fini, c'est terminé. Parce qu'ils pensent finalement qu'ils vont vivre, que hier, aujourd'hui est pareil que hier et qu'après-demain sera pareil qu'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils ont une vision, même pas sinusoïdale du temps, ils ont une vision plate du temps, horizontale. C'est-à-dire que pour eux, il n'y aura aucun changement notable. Donc là, aujourd'hui, ceux qui manifestement n'ont pas compris ce que nous venons de vivre depuis, on va dire, 10 ans, mais en accéléré depuis 3-4 ans, même depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron, si vous ne comprenez pas ce qui se passe, moi, à un moment donné, vous êtes perdu pour la cause. À un moment donné, restez devant Netflix, faites autre chose. Mais il y a aussi une partie de la population qui a énormément basculé. C'est-à-dire qu'il y a eu les Gilets jaunes. Je vais te raconter une histoire. J'ai discuté avec des gens que je connais
qui m'avait dit il y a 2-3 ans, on me dit, oh, les gilets jaunes, moi, en plus des gens français moyens comme moi, très moyens, comme moi. Hein. Mais les gilets jaunes, moi, ils m'ont gavé parce que j'étais au rond-point, ils m'empêchaient de passer, tatati, tatata. Et puis bon, ils reprenaient tous les éléments de langage, finalement, de ce qu'on a maintenu sur le plateau télé. Alors qu'eux-mêmes étaient français, France périphérique, provinciale. Et je leur disais à ce moment-là, je t'engage à ne pas cracher sur l'avenir. Parce que peut-être que dans 1 an ou 2, toi aussi, tu vas être la première à mettre ton gilet jaune et à occuper le rond-point à l'entrée du village. Et aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Parce que la décrépitude, l'effondrement, bien sûr, c'est la fin de la classe moyenne. C'est c'est la dissolution totale du bloc de granit qui a constitué notre pays, avec ses traditions populaires, avec sa langue, avec ses connaissances, et qui est en train de disparaître totalement, littéralement totalement. Et donc, on est en train de massacrer littéralement la classe moyenne. Hormis la classe moyenne supérieure, celle-là, comme l'a très bien écrit Jérôme Sainte-Marie d'ailleurs, je recommande son livre, il est formidable, qui continue à penser qu'elle est dans l'élite aspirationnelle et qu'un jour, la petite oligarchie du haut servira ses intérêts et continue à servir ses intérêts, ce qui est absolument faux pour moi, c'est une erreur historique, une erreur d'intelligence. Voilà. Et l'élite met ses enfants dans des écoles très privées, alsaciennes, où j'ai oublié le nom, il y a plusieurs... Il y a tous ces trucs-là. Très grandes écoles privées qui coûtent très cher, évidemment, que personne ne peut se payer à part eux. Et ils les mettent là-bas et en fait, ils arrivent à garder un petit pourcentage d'élites qui demain gouverneront ceux qui sont aujourd'hui dans l'école publique. Mais ce qui est intéressant de voir aussi, avant de revenir au livre, c'est qu'il faut quand même constater que l'élite, alors entre guillemets, mettez beaucoup de guillemets, on en met beaucoup de guillemets, soulignez-le, elle a aussi été victime de cet effondrement culturel et intellectuel. Quand tu vois notre représentant politique, alors je ne vais pas dire tous, soyons clairs, mais quand tu vois à un moment donné nos représentants politiques, nos secrétaires d'État, nos ministres délégués, nos porte-paroles qui ne portent que la parole que d'eux-mêmes, et ils la portent mal. Notre ancien ministre des Affaires étrangères, Stéphane Séjourné, vous savez, c'est le ministre des Affaires qui lui sont très étrangères, véritablement, tu vois, manifestement. On a quand même une classe politique de gens. Le maire qui sort un livre érotique pendant son mandat de ministre de l'économie, enfin, c'est insupportable. Voilà. Et puis lui qui avait dit qu'il ferait plier l'économie russe d'ailleurs. C'est notre économie qui est en train d'être pliée et les gars s'en sortent très bien. En tout cas, c'est une finance publique qu'il a plié au passage. Ça c'est clair. Je pense qu'il s'est trompé de truc, mais, mal visé. Entre Pierre Mendès France... Entre Pierre Mendès France rigole, mais c'est nerveux. Et un Stéphane Séjourné, un Gabriel Attal. Non mais oui. Là, je pense qu'à un moment donné, vous avez bien vu que vous aussi, ces élites-là. Non mais c'est vrai. Tu vois. Et je pense que la déperdition de la nation, véritablement, c'est qu'il y a eu un abrutissement aussi conséquent sur nos élites qui sont devenues fluides. Rappelle-toi ce que disait Guzman. Je me sens aussi bien à Singapour, à Berlin qu'en France. Moi, c'est pas BHL qui disait ça. Guzman, je me rappelle qu'il avait dit l'émérite compagnon de Léa Salamé. Ah non, pardon, BHL avait dit j'imagine le monde comme un hôtel et je change de pays comme d'hôtel en fait. Voilà. Et eux, c'est ça. la même idée. Et je continue de penser que l'effondrement intellectuel et culturel de ces élites a fait aussi qu'en partie, ils ont perdu de vue la nation parce qu'ils sont devenus incultes, littéralement. Aucune épaisseur historique, aucune épaisseur politique. Ils ont coupé tout avec le réel, ils ont coupé tout avec l'histoire et le patrimoine. On en revient à l'identité, en fait. Bien sûr. Colonne vertébrale du discernement, en fait. Et après, pour être un bon Français, il faut avoir de l'identité, de la culture. L'autruche. Le tube digestif, lui, il ne pense, comme tu as dit très bien, par la consommation. Ikea, Netflix, il consomme, quoi. Et l'autre, celui qui est censé être en haut et qui prend des décisions pour nous, mauvaise décision, mais ça, lui, par contre, il est tourné vers des intérêts supérieurs, c'est-à-dire Bruxelles, c'est-à-dire puissance étrangère, c'est-à-dire grand groupe privé, ce qu'on appelle le pantouflage, le rétro-pantouflage, la capacité à un moment donné de sortir de l'État, d'aller dans un groupe privé, de servir le groupe privé avec ses contacts de l'État, et puis en bout d'un moment revenir dans les... Voilà. Et donc je pense que cet effondrement culturel explique en partie aussi l'effondrement de nos élites, littéralement, parce que ces gens finalement n'ont plus aucune connaissance de la nation ni rien, ne sont plus enracinés, n'ont plus d'identité, ils sont chez eux partout. Le monde est devenu un grand supermarché. Le problème, c'est que la France est devenue la réserve. Voilà, la réserve où les gens crèvent la dalle. Et c'est ça le problème. Donc il y a eu un effondrement pour moi généralisé de la France intellectuelle, on l'a vu avec l'éducation, et on se rend compte, et là-dessus, les tubes digestifs et les autruches, le problème c'est que ceux d'en haut, ils ont les moyens, ils ont les contacts, ils ont les réseaux, donc tu l'as dit, ils mettent leurs enfants à Stanislas, ils mettent leurs enfants à l'Alsacienne, ils mettent leurs enfants souvent dans les lycées français à l'étranger, Madrid, New York. Ils sont de bon niveau d'ailleurs. Voilà. Exactement, et ils sont là. Par contre,
les Français là qui veulent pas comprendre, qui veulent toujours pas comprendre, qui ont rien compris à Maastricht, qui ont rien compris au viol démocratique du traité de Lisbonne, qui ont rien compris aux Gilets jaunes, qui ont rien compris à la crise sanitaire, rien compris à la réforme des retraites, et qui comprennent pas qu'aujourd'hui on a le gouvernement le plus illégitime de la Ve République et que c'est un véritable coup d'État. D'ailleurs, c'est la fin, c'est la boucle est bouclée avec 2018. Le viol démocratique de 2005 du référendum, ce que nous vivons aujourd'hui, c'est la fin de la boucle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'en a rien à foutre de ce que vous avez voté. Maintenant, nous, on va vous mettre Barnier, ex-commissaire européen, avec un parti qui est républicain, qui est minoritaire de la minorité minoritaire, que tout le monde, qui ont pris à peu près, je sais pas, 4 ou 5 ou 6 bouffes électorales magistrales en 10 ans et qui sont revenus au pouvoir. Là, manifestement, je pense que le lien... Mais et tu te dis, quand tu regardes ça, pas en tant qu'éditorialiste, mais en tant que citoyen, tu te dis, mais là, je pense que c'est plus possible. Manifestement, il y a un coup d'État démocratique sans précédent. De toute façon, on est en démocratie, on sait qu'on est en démocratie quand c'est Laurent Fabius qui décide. Donc ça, c'est facile. C'est vrai que c'est incroyable. C'est facile, hein. C'est lui qui décide des lois qui sont votées ou pas. Sur la loi immigration, il a retiré ce qui lui plaisait pas. Exactement, d'ailleurs, il l'a dit là, pour les finances publiques, il a dit que non, c'était pas possible. Et sur l'immigration, pareil. Le Conseil constitutionnel dirige la France, en fait. C'est ça, le problème. Incroyable. Des gens pas élus, rien à voir, quoi. C'est ça. Mais c'est ça. Comme le Gaulle disait, en France, la Cour suprême, c'est le peuple. C'est hallucinant. Mais Romain, il te faut des gens qui réfléchissent. Le peuple est souverain, c'est dans la Constitution. Mais encore faut-il que ces autruches digestifs, à un moment donné, prennent conscience de ce qu'il y a. Oui. Et le jour où ils vont prendre le mur, parce que le mur, on va le prendre. Le problème, c'est qu'on va tous le prendre. Avec 6% de déficit, là, ça va piquer, on va le prendre, le mur. On va le prendre. Et là, il y a encore ces gens qui sont comme les lapins dans la voiture, dans les phares des voitures, et qui manifestement continuent de vivre comme, je te le dis, comme si aujourd'hui était hier et qu'après-demain sera comme aujourd'hui. Et ils continuent à vivre comme ça, tout en se cachant. Et ça, c'est terrible, parce que pour une nation, c'est une régression. C'est une vraie régression, littéralement. Et à côté, eh bien... C'est comme s'ils attendaient d'être cueillis par une sorte d'organisation qui finalement va tout décider. Décider de ce qu'ils doivent porter, décider de où est-ce qu'ils doivent aller, décider de où est-ce qu'ils doivent mettre leurs enfants, etc. En fait, il y a une perte totale de libre arbitre, finalement. Mais on l'a vu pendant la crise sanitaire. Alors, c'est vrai. Les mauvais mots pour éviter d'être censuré. On parlait de Rome 19 ou ce que tu veux. Mais la crise sanitaire, j'en parle dans mon livre. Non, mais tu vois, à un moment donné, la crise sanitaire, tu as une partie de la population qui accepte le traitement pour pas tu vois. Et donc on se retrouve là-dedans. L'être humain est comme ça, malheureusement. Tu vois, là c'est terrible parce que là c'est là de mon point de vue, de mon point de vue, c'est là où je me rends compte de ce qui se passe. C'est-à-dire que tu as une population qui accepte le traitement pour pas se faire censurer, pour bien préciser pourquoi je dis traitement, et qui finalement le fait à titre purement individuel. Combien de fois j'ai entendu: ah, mais Nico, si je le fais pas, je pourrais pas aller à la Zumba, je pourrais pas aller au cours de sport, je pourrais pas aller dans une salle de sport très connue, je ne pourrais pas aller boire mon mojito avec mes copines vendredi soir. Donc je vais le faire parce que moi j'ai envie que ça s'arrête et j'ai envie de pouvoir faire les choses. Et puis tu me dis, si je le fais, plus on va vite le faire, plus ça s'arrêtera. Donc là, on est véritablement dans une. Et puis il y a eu la première, la deuxième, la troisième. C'était une expérience d'ingénierie sociale incroyable, à ciel ouvert. Oui, bien sûr. Et donc, finalement, là, on a un problème, parce qu'un citoyen, il se dirait, je vais réfléchir pour moi, mais je vais aussi réfléchir à titre collectif. C'est-à-dire que si moi, je le fais parce que j'estime que pour de bonnes raisons, je veux le faire, chacun est libre de le faire, et heureusement, la liberté, c'est ça aussi. Mais à un moment donné, collectivement, si nous acceptons collectivement ça, c'est-à-dire qu'à un moment donné, la régression des libertés publiques fondamentales va être absolument dingue. Et dans ce sens-là, c'est-à-dire que ces gens-là l'ont fait de façon purement égoïste, parce que moi, je n'ai pas beaucoup entendu de référence à Pasteur, quand j'en ai parlé avec les gens. Ni Pasteur, ni Marie Curie. Enfin, manifestement, c'était la Zumba, les mojitos et la salle de sport. Bon, je me suis dit, manifestement, on n'est quand même pas sur un domaine médical très poussé d'analyse sur l'histoire de la genèse du vaccin. Tu vois, la genèse du vaccin. Bon, manifestement, c'était plutôt Zumba et Morito. Pump It Up, on était d'accord. Voilà. Et là, en fait, tu te rends compte que par cette population qui a décidé de se regarder le nombril, manifestement, et bien en fait, elle va engager l'autre partie de la population. Et les mouvements totalitaires font ça. Ils ont besoin des forces de l'ordre répressives pour mater, mais ils ont aussi besoin, comme la Russie soviétique, du voisin, du commissaire politique concierge, qui lui, à un moment donné, cette population va se retourner contre l'autre. Et après, il y a eu tout le truc en disant, vous êtes des sous-citoyens, rappelle-toi de Manu Choupinet-Premier, vous êtes des sous-citoyens, j'ai envie de vous emmerder. Et donc, en fait, ils ont utilisé, tu as raison sur l'ingénierie sociale, ils ont utilisé une partie de la population pour qu'elle se retourne contre l'autre en faisant pression.
C'était pour très faire... inquiétant. Hein. Voilà. C'était super inquiétant. Moi, j'ai refusé d'aller dans cette direction-là, justement. Et beaucoup de gens aussi, hein. me disaient à l'époque, mais quoi, mais t'es égoïste, machin. Donc j'expliquais par A plus B que j'étais en bonne santé, que tout allait bien. Et que, en plus de ça, si c'était ma décision, et puis si ça fonctionnait, celui qui avait pris le traitement devait être protégé. Bien sûr, c'était le principe. C'était un peu le projet, en fait. Et aujourd'hui, ces mêmes personnes-là me disent, oui, mais qui aurait pu deviner ce que ça allait être? Et puis finalement, ils ont fait ce qu'ils ont pu, machin, ça. Je dis, bah oui, mais à un moment donné, gouverner, c'est prévoir, quoi. Enfin, on est là quand même la 6e, maintenant 7e. En même temps, quand tu vois du sur monde, une estrade ensemble, merde, quoi. Jean Doliprane et Olivier Variant, tu te dis que manifestement, les deux. Ça, moi, j'ai pas confiance. Bon, tu te dis manifestement, les deux bonhommes, là, moi, je vais poser quelques petites réserves sur la capacité médicale à me dire ce que je dois faire. Voilà, d'ailleurs, quand Olivier Variant parlait, moi, je faisais la vaisselle. C'était beaucoup plus habillé. Rappelle-toi de Salomon aussi, Jérôme Salomon, le chef de la c'est ça, qui faisait le listing, qui donnait les scores tous les jours, des gens qui étaient morts avec le virus en eux. On ne sait pas si c'était mort de ça, mais en tout cas, il l'avait. Sans aucun, d'ailleurs, je ne sais plus qui c'était un psychologue qui avait expliqué que donner des chiffres comme ça, au jour le jour, sans comparaison, c'est complètement absurde. Et en fait, on se rend compte que par rapport aux grippes, pour le coup, précédentes, les chiffres n'étaient pas beaucoup plus extraordinaires que ça, en réalité. Non, mais on a eu droit tous les soirs à 8h pendant 2 mois au JO la chambre froide, quoi. C'était absolument dingue, cette histoire. Je me rappelle très bien, et ça a marché, très très bien. Oui, ça marchait. Mais tu vois, pour en revenir à ça, c'est-à-dire que cette population, elle a accepté des choses sans se dire qu'à un moment donné, quel allait être l'impact sur notre pays, sur la régression de nos libertés, sur nos libertés à nous. Et il n'y a eu aucune réflexion. Et c'est dans ce sens-là où c'est grave, ou que tu as une population qui est complètement apathique, et tu peux en faire ce que tu veux. Et alors, est-ce que tu penses, du coup, qu'il y a de l'espoir? Est-ce que tu penses qu'il y a une communauté qui grossit, de gens qui réalisent maintenant qu'on les a roulés dans la farine? Et c'est difficile, même ça c'est difficile. Les gens dont on parlait juste avant ne reconnaîtront jamais, parce qu'ils ont honte, ne reconnaîtront jamais qu'ils ont pris des traitements ou fait des choses qui étaient totalement en inadéquation avec leur santé et surtout avec comment je dirais, leur libre arbitre et le principe de liberté. En fait. Bien sûr. Enfin, à un moment donné, on demande de montrer patte blanche pour aller boire un verre. Enfin, vous avez pété un plomb, quoi. Oui. Donc, alors, le pendant de ça, est-ce que tu penses qu'il y a de l'espoir? Moi, complètement. Toi qui es très connecté aux gens, au réel, tu l'avais dit avec ton expérience avec les Gilets jaunes, est-ce que je pense qu'il y a un terreau fertile? Oui, complètement. Moi, je suis convaincu de là-dessus. L'analyse est la suivante, c'est la mienne. Je pense qu'à la faveur des crises, il y a des gens qui basculent. À la faveur des crises sociales, politiques, il y a des gens qui basculent. Ça a été le cas avec les Gilets jaunes. Mais là où ça a été terriblement, c'était pendant la crise sanitaire. Et moi, je rencontre beaucoup de gens, depuis la crise sanitaire, beaucoup de gens qui ont basculé. Beaucoup de gens qui ont basculé, qui se sont dit, pendant la crise sanitaire, à un moment donné, je me suis dit, on est en train de me la faire en travers. On me prend pour un gros jambon et ça suffit. Et ces gens basculent. Et donc, à la faveur des crises, en fait, tu as une sédimentation de gens. Et d'ailleurs, maintenant, avec mon livre, je fais pas mal de conférences. Je suis invité un peu partout pour en parler, vraiment par des collectifs, vraiment des gens incroyables qui sont des bénévoles, machin. Mais il y a même des conférences, pour te dire, même des conférences qui se tiennent dans une forme de clandestinité où tu t'inscris. Et on t'envoie l'adresse que 24 heures avant ou le matin. Pour te dire, quand même, dans ce pays, il y a quand même un vrai problème. Non, mais c'est vrai. À un moment donné, ils essaient de... Il y a un institut de formation politique, l'IFP, pour le dire clairement, à qui je dois beaucoup dans mon engagement politique, qui, lui, effectivement, est obligé de donner les adresses au dernier moment, alors que c'est juste un institut de formation politique. Enfin, c'est juste, on parle de politique, il y a tous les champs qui sont représentés, honnêtement, tous les partis sont là. C'est des jeunes qui cherchent à s'engager dans la cité, et voilà, qui sont attachés à des valeurs, des traditions, et qui veulent apporter leur pierre à l'édifice. Et là aussi, ils doivent faire attention. Donc c'est hallucinant, la trouille. Effectivement, il y a du mauvais camp, quoi. C'est pas normal. À partir du moment où on aime son pays, c'est normal qu'on veuille le défendre. Bon, ils sont pas les seuls. Il y a Macron aussi. Oui. Qui dit au dernier moment. Donc manifestement, avec Bribri, au dernier moment, ils viennent. Bon, il y a qu'à Brigançon, on sait à peu près où ils sont, en bateau gonflable. Mais bon, après, des câlins avec les gardes du corps. À faire du jet ski avec le drapeau européen derrière. Il manque plus qu'on lève chose derrière et Klaus Schwab avec qui vend des glaces. Enfin, ça serait formidable. Et non, mais c'est une vraie problème. Et là, pour revenir à ta question, oui, il y a un espoir parce que les collectifs, depuis les Gilets jaunes et depuis la crise sanitaire notamment, le nombre de collectifs partout en France. Moi, j'ai fait des conférences dans des collectifs. Il y a 200, 300, 400 personnes qui viennent. Et c'est hallucinant le nombre de gens qui se mobilisent. Soit c'était sur les questions de la crise sanitaire, la question des libertés, mais la question de la démocratie, la question du RIC. Il y a des collectifs partout en France, des associations partout en France. Donc, ça, comme je dis souvent, tu ne peux pas, à un moment donné, faire une cartographie de la colère. Même Jérôme Fourquet ne pourrait pas le faire. Même Guy, lui, ne pourrait pas le faire.
tu peux avoir des grandes tendances par rapport à des cartes électorales. Mais moi, je me balade partout en France, où je vais pour signer mon livre, faire des conférences, et je me rends compte qu'il y a des gens de tout âge qui ont pris conscience. Et ces témoignages... Origine sociale aussi? Tous les origines sociales. Franchement, je ne vais pas faire le portrait robot. Je vais pas faire le portrait robot parce qu'il y a plusieurs origines sociales, véritablement. Et il y a une prise de conscience. En fait, moi, je considère aujourd'hui qu'il y a un véritable peuple en mouvement. Alors, le peuple, c'est un concept très gazeux, très fumeux, mais il y a qu'une partie de la population aujourd'hui qui a bien compris là où on veut les amener, comment on veut les amener, et surtout, après, c'est le problème de l'incarnation politique. Quelle incarnation politique aujourd'hui? Oui, mais est-ce que les gens, il ne faut pas d'abord qu'ils se prennent eux-mêmes en main avant d'attendre l'homme providentiel? Mais tu as raison, parce que moi, je ne crois pas. Enfin, je pense que moi, je pense qu'il viendra quand les gens seront prêts. Quoi, moi, je pense que c'est tous les peuples qui font l'histoire, ou les grands hommes. Enfin, les grands hommes qui font l'histoire. Mais qui arrivent parce que le timing est bon avec le terreau que représentent les gens qui l'accompagnent. Je suis d'accord avec toi. Mais c'est vrai qu'il faut quand même reconnaître à ça que ces conférences-là, j'en ai fait, et plusieurs fois, je me suis retrouvé avec des gens. J'en ai fait une notamment, c'était près des Sables d'Olonne. Il y a quelqu'un qui m'a avoué qu'il venait de Strasbourg. Il y en a un qui m'a avoué qu'il venait de Lyon. Et dans la journée, aller-retour. Ah ouais. Tu vois, et c'est pas un exemple. Plaisir, on me l'a dit énormément. Je viens de faire 300 km aller-retour avec ma femme, ma gamine. Tu vois, donc même si ça peut paraître anecdotique, moi, je l'ai vu tellement de fois que je me dis, il y a quand même des gens aujourd'hui. Les gens sont motivés. Et puis, ils ont besoin aujourd'hui d'avoir une incarnation. Puis, le fait d'être dans des collectifs et tout, t'imagines le pas que c'est en tant que citoyen de commencer à se perdre dans un collectif alors que 2 ans avant, tu faisais toute autre chose et que, comme beaucoup, c'était TRTT, les vacances, 70% des Français qui partent plus en vacances, j'ai plus les moyens, ton crédit conso, ton machin et tout, mais il y a beaucoup de gens qui ont passé ce cap aujourd'hui. Et ça, eux, il faut leur reconnaître qu'à un moment donné, c'est terrible de passer ce cap parce que ça veut dire qu'il faut tu t'engages dans une société et tu as compris qu'à un moment donné, ton pays est en train de crever. Et tu n'as pas d'autre choix que t'engager, mais tout seul, qu'est-ce que tu veux faire? Donc, tu vas dans un collectif, tu fais des réunions, tu vas voir tes voisins. Ça a l'air de rien. Moi, j'y croyais pas au début, mais je me rends compte qu'en fait, c'est assez, sur le territoire, maintenant, c'est assez large. Voilà, et c'est assez répandu. Donc, j'ai beaucoup d'espoir pour répondre à ta question par rapport à ça. Sinon, j'aurais arrêté de faire ce que je fais. Bon, voilà. Génial. Du coup, c'est parfait parce que tu me permets de faire la transition vers la conclusion parce que maintenant, il y a de bonnes compagnies qui ne se quittent et il faut dire que je me suis régalé pendant ce podcast. Très simplement, du coup, à ces gens qui veulent s'engager, à ces gens qui veulent promouvoir cette liberté de ton, promouvoir aussi ces gens qui souffrent, parce que c'est ça en fait dont il est question. Les gens souffrent terriblement et ils ont l'impression d'être seuls et ils ne le sont pas. Et il faut leur dire, et c'est pour ça que la naissance de nouveaux médias et de médias tels que Push sont bien sûr une bulle d'oxygène dans cet écosystème un peu rance. Quel conseil tu voudrais donner, alors que ce soit en tant qu'entrepreneur, en tant que patron de médias ou même en tant que commentateur de la vie politique et de l'actualité, quel conseil tu voudrais donner aux jeunes qui nous écoutent, qui veulent s'engager justement et pourquoi pas dans un média par exemple? Déjà, c'est une bonne chose. Je pense que c'est sain pour l'esprit de s'engager, de vouloir comprendre. Et je pense que la vie se vit quand même mieux quand on comprend l'environnement dans lequel on tourne. Et je pense aujourd'hui, s'engager, c'est extrêmement intéressant, quel que soit l'engagement. On l'a dit, associatif, dans un parti politique ou dans un média ou dans d'autres formes de choses. Et je pense que véritablement, c'est vraiment sain. Et puis surtout, ça te donne une autre consistance dans l'existence, ça te donne une autre saveur. Et puis nous vivons un moment effrayant, mais un moment ô combien passionnant. Ah oui. Parce qu'on va se le dire, c'est effrayant, c'est long, ce que tu veux. J'en peux plus, je tape des cris, je pas des crises de nerfs, mais je exagère, mais vraiment, je suis excédé par ce que je vois. Mais si on essaie de faire un pas de côté, Romain, on se dit qu'on vit quand même une époque passionnante. Qu'est-ce qu'on a vécu depuis 68 Bon, 68, on peut en discuter, on pourra en discuter des heures et des heures. Mais je veux dire, comme grand mouvement social, comme changement, tu vois, comme pas de doigt historique, aujourd'hui, on vit quelque chose de passionnant, vraiment de passionnant. On est à la frontière entre perte de l'identité de la France, fédéralisme européen, gouvernement mondial, parce que toute une série de choses, perdre la souveraineté, paupérisation massive, chômage massif, perte d'identité, on le voit avec ce qui se passe en France aujourd'hui. Il y a vraiment de grandes questions à se poser, et je pense que le seul qui doit répondre à ces questions, c'est le peuple souverain. Et c'est bien s'il s'engage, parce que vous allez faire aussi partie, vous, de cette partie de la population qui va s'engager, parce que je le répète à longueur de conférence, si vous pensez qu'un jour, il y aura 25 millions de personnes dans la rue, vous vous trompez. L'histoire s'est faite de minorité. Elle ne s'est jamais faite de majorité. C'est comme les bancs de Macron. Le banc de Macron qui part comme ça, un jour, ça va tourner et le banc de Macron, il partira dans l'autre sens et il suivra.
Voilà. Exactement. Et je continue de penser. Oui, je pense. Je suis fan de pêche et effectivement, c'est une belle image. C'est le bon c'est exactement ça. Il y a des gens, quoi qu'il se passe, ils suivront de toute façon. Oui, bien sûr. Ils suivront. Ils suivront. D'ailleurs, les plus tièdes, les plus au centre aujourd'hui seront les plus radicaux, à mon avis, sur les thématiques qu'on vient d'aborder, sécurité, immigration, etc. Mais c'est évident. Donc, il faut arrêter de se leurrer en pensant que le grand soir, un jour. Non, il faut arrêter. On a été 3,5 millions, parce que moi, j'étais contre la réforme des retraites, parce que pour plein de choses, je l'ai expliqué 1000 fois et c'est pas le sujet ici, mais on était 3,5 millions dans la rue. Pourtant, j'étais avec des gens avec qui je suis pas d'accord politiquement, manifestement, tu vois. Mais je veux dire, on n'était pas assez nombreux, finalement. N'importe quel gouvernement démocratique, à 1 million, il recule. Non, les 3,5 millions, on a manifesté. Mais non. Ils s'en foutent. Tu vois, parce que, et quand on me disait, ouais, Nico, ça sert à rien. Toi, tu aimes bien les manifs, on me disait. Combien de fois on m'a dit, des amis à moi me disent, ouais, toi, tu aimes bien les manifs. Et écoute-moi. Les manifs, c'est pas un club de yoga, c'est pas du paddle, c'est pas le sport de la semaine. En fait, je vais en manif, ça me fait chier dans la manif. Parce que j'y vais, parce qu'il y a des risques. C'est l'unique expression. Et puisqu'il y a des risques aujourd'hui en manifestation en France. En plus. Il faut le dire. En manifestation en France, surtout, il y a des risques. Prends un flashball. Oui, il y a des risques. Manifestement, il y a des risques. On peut perdre des dents, voire un œil. Alors, ça fait peur de le dire, mais il y a des risques à manifester. Et aussi pour les journalistes indépendants. Il faut quand même le savoir. Ah oui, j'en ai vu des vidéos, effectivement. Oui, je t'assure. Oui, ça, c'est sûr et certain. Et on me dit, c'est sympa, toi, mais toi, tu aimes bien les manifs. Non, mais attends, qu'est-ce que ça veut dire? J'aime bien les manifs, j'aime pas les manifs, je préfère faire autre chose, être chez moi comme tout le monde, à un moment donné, l'après-midi, faire rien, regarder une série. Ça m'arrive aussi. Et en fait, ils saisissent pas, tu vois, tout ça. Donc le fait de s'engager, ça permet de participer à ce mouvement-là, et ça permet aussi d'être acteur de ce qui va se passer, forcément, parce qu'on vit vraiment une époque effrayante, mais je le dis, véritablement une époque passionnante. Et nous sommes à un carrefour aujourd'hui pour la nation, un véritable carrefour. Cette nation va dépendre des gens et des citoyens, comme toi et moi, qui vont s'engager, soit politiquement, soit dans les médias, soit dans les associations. Ça va dépendre de ça. Parce qu'aujourd'hui, nous n'avons plus le choix. Je vais finir là-dessus. Moi, je continue de parler de caste et d'oligarchie, et ça sera eux ou ça sera nous. Magnifique. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Agissez. C'est pour ça qu'on est là, c'est pour ça qu'on est ravis de te recevoir dans notre média. Merci de m'avoir reçu. Non, mais vous savez ce qu'il vous reste à faire. N'hésitez pas à commenter, à réagir, à vous abonner, à partager. Et surtout, donnez-nous de la force pour qu'on puisse avoir d'autres témoignages comme celui de Nicolas. Parce que honnêtement, je pense que ça fait du bien d'entendre des discours comme ça, francs du collier. Et parce que certes, la situation est difficile, mais on va redresser la barre, c'est sûr. Il n'y a pas de raison. On compte sur vous, la France a besoin de vous. À très bientôt. Encore merci, Nicolas. Merci beaucoup, Romain. Merci de m'avoir invité. Merci.